Pense à la dernière fois qu'un virus circulait autour de toi, dans ton bureau, dans ta famille, dans ton quartier. Et si tu te souviens bien, tu te rappelleras probablement qu'il y avait des personnes qui sont tombées malades et d'autres qui, pourtant, ne sont pas tombées malades alors qu'elles respiraient toutes le même air, qu'elles étaient toutes exposées aux mêmes germes. Certaines tombaient malades et d'autres non. Pourquoi? Et maintenant, je vais te poser une deuxième question. Pense aussi à la dernière fois que tu as pris un antibiotique. Tu as sûrement passé 1 ou 2 semaines à ingérer une molécule si puissante qu'elle ne tue pas seulement le germe qui t'attaquait, mais qu'elle a aussi tout détruit sur son passage. Des millions de bactéries de ta microbiote, de ta flore intestinale. Et ces bactéries travaillaient pour toi depuis des années, te protégeant et entraînant ton système immunitaire, mais le médicament les a toutes tuées, aussi bien tes ennemis que tes alliés. Et pourtant, le problème revient où un autre germe arrive et tu retombes malade. Tu as sûrement entendu dire qu'il ne faut pas abuser des antibiotiques parce qu'ensuite les germes peuvent devenir résistants au traitement. Tu l'as entendu sûrement, oui, et tu es en plus habitué à l'entendre et tu ne t'es probablement jamais posé la question, mais ne trouves-tu pas que si c'est le cas, cette solution de l'antibiotique pourrait ne pas être si bonne? Pourquoi la maladie revient-elle? Et la réponse à toutes ces questions est la même, et en plus elle est enfouie depuis 150 ans. Parce qu'il se trouve que la médecine que nous avons héritée n'est pas fondée sur la meilleure science disponible, elle est fondée sur la science qui était la plus facile à breveter. Mais il y a eu un homme, un scientifique brillant, qui a démontré cela. Merci. Que cette voie était une erreur et, curieusement, il a été effacé de l'histoire. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire la vérité et je t'assure qu'après m'avoir écouté, tu ne verras plus jamais une maladie de la même manière. Mais avant d'entrer dans les détails concernant l'histoire de ce scientifique, j'aimerais faire une réflexion avec toi car je comprends que c'est essentiel et tu le comprendras aussi pour moi, que tu comprennes que ce dont je vais te parler t'affecte très probablement déjà aujourd'hui de manière directe. Et tu seras d'accord avec moi pour dire que l'histoire que je vais te raconter a beaucoup plus de valeur pour toi si tu reconnais d'abord quelque chose d'elle dans ton propre corps. Tu vois, je vais te parler de 3 signes, 3 situations que tu as peut-être vécues ou que tu es en train de vivre en ce moment et que probablement personne ne t'a expliqué sous le bon angle. Inflammation, susceptibilité répétée, ou ce que beaucoup appellent des défenses immunitaires faibles, et, troisièmement, des analyses presque parfaites, mais des problèmes qui persistent et que le médecin ne parvient pas à identifier. Le tout premier signe à surveiller de très près, c'est l'inflammation, et plus particulièrement celle qui semble apparaître sans aucune explication logique apparente. Ici, je ne fais pas référence à la douleur vive et aiguë que l'on ressent quand on se cogne ou que l'on se casse quelque chose. Non, je parle surtout de cette autre forme d'inflammation, plus silencieuse et bien plus persistante dans le temps, comme cette fatigue chronique qui ne disparaît jamais vraiment. Même lorsque tu dors profondément, cette articulation spécifique qui te fait souffrir sans aucune raison apparente, ou alors ta peau qui devient soudainement irritée sans cause vraiment évidente, ou encore ta digestion difficile qui depuis un certain temps déjà ne semble jamais vraiment fonctionner de manière optimale. Si tu es allé chez le médecin pour l'une de ces raisons et qu'il t'a prescrit un anti-inflammatoire, alors tu as expérimenté en personne la médecine du germe, appliquée à ton corps. Tu as expliqué que tu avais un symptôme gênant et le médecin l'a simplement fait disparaître avec un calmant ou un anti-inflammatoire, puis la vie continue. Mais en réalité, ce symptôme essayait de te dire quelque chose, et c'est grave que personne n'ait été capable d'identifier ce message. Mais à mon avis, c'est encore plus grave
que personne ne t'ait appris à écouter et à interpréter ce signal. Le deuxième signal est la susceptibilité répétée. C'est-à-dire, fais-tu partie de ceux qui tombent toujours malades en premier? Es-tu celui qui attrape tout ce qui circule? Celui qui met plus de temps à se rétablir que les autres? Si c'est le cas, tu as probablement déjà entendu dire que tu as les défenses immunitaires faibles. C'est une phrase qui ressemble à une explication, mais qui en réalité ne t'explique rien. C'est pour que tu comprennes avec un exemple, comme dire à quelqu'un que sa voiture ne démarre pas parce que le moteur est arrêté. La vérité, ce n'est probablement pas que tu as les défenses immunitaires faibles. Ce qui est bien plus probable, c'est que ton terrain biologique n'est pas dans les conditions nécessaires pour se défendre tout seul. Et le troisième signal est le plus frustrant de tous, celui qui désoriente le plus. Il se trouve que tes analyses sont bonnes, parfaites, et le médecin te dit que tu es en bonne santé, et tu rentres chez toi en sachant qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait, mais qu'aucun chiffre sur aucun papier ne sait te dire ce que c'est. Pour ma part, si cela peut te rassurer ou t'apporter mon expérience, cela m'est arrivé récemment avec mon infection bactérienne au cœur. Je suis allé 3 fois aux urgences dans 3 hôpitaux différents et 3 fois on m'a renvoyé chez moi avec un diagnostic de « tu sais quoi, ce sera sûrement un simple rhume ». Tes analyses sont parfaites. Moi, j'appelle ça un problème de voltage. Et le voltage n'apparaît pas dans une prise de sang classique parce que personne ne le mesure. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que la médecine que nous avons héritée n'a pas été conçue pour le chercher et encore moins pour le mesurer. Si l'un de ces 3 signaux d'alarme bien précis te semble familier, ce que je m'apprête à vous révéler maintenant n'est pas seulement l'histoire d'un scientifique brillant, mais totalement oublié par l'histoire. C'est l'explication profonde de pourquoi votre propre corps vous envoie des appels à l'aide désespérée depuis de très nombreuses années, d'une manière que personne n'a jamais vraiment su entendre ni même comprendre jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, comment tu peux commencer à changer cela dès aujourd'hui. Bien, alors accompagne-moi maintenant en France, dans le Paris d'il y a 175 ans. Voyageons en 1850. Alors que la moitié du monde mourait du choléra, de la tuberculose et de fièvre que personne ne savait expliquer, 2 scientifiques français étaient au cœur d'une rivalité qui allait bien au-delà de la science. L'un d'eux était Louis Pasteur. Son nom te dit sûrement quelque chose. En fait, tu vois, il est gravé dans le procédé que nous utilisons pour conserver le lait, la pasteurisation. Il est aussi dans les manuels scolaires de tes enfants et il l'était sûrement dans les tiens. Et en plus, il figure sur les façades des universités du monde entier. C'était un chimiste de formation, un génie de la communication et aussi le favori du gouvernement et de la presse de son époque. C'était un homme qui savait exactement comment s'adresser au pouvoir et comment parler à l'argent. Et l'autre, c'était Antoine Béchamp. Ce nom, il y a de grandes chances que tu ne l'aies jamais entendu. Et cela, comme tu vas le voir, n'a rien de fortuit. Béchamp était médecin, pharmacien et biologiste. 3 fois docteur. Un homme qui passait des années entières à regarder dans un microscope avant d'ouvrir la bouche. Quelqu'un qui, lorsqu'il disait quelque chose, l'avait vérifié jusqu'à l'épuisement. Tous deux, Pasteur et Béchamp, cherchaient à comprendre la même chose. Pourquoi tombons-nous malades? Et tous deux sont arrivés à des conclusions radicalement différentes. Le problème ici, c'est que l'humanité a choisi celui qui se trompait. Pasteur a proposé quelque chose d'élégant dans sa simplicité. Il disait « La maladie vient de l'extérieur, il y a des germes dans l'air qui pénètrent dans ton corps et te tuent. » C'est ce que nous appelons la théorie du germe. Et en termes de récit scientifique, c'était en réalité parfait.
La société et les êtres humains avaient un problème, et pour le résoudre, il y avait un héros, le médecin qui élimine l'envahisseur, et un méchant, le microbe. Et Pasteur proposait une solution claire, s'armer et tuer le méchant. Souviens-toi que, à cette époque, le monde connaissait une grande explosion de l'utilisation des armes à poudre, et chaque jour, les journaux publiaient des histoires sur le Far West américain. Quelle était l'arme que Pasteur proposait d'utiliser pour tuer le méchant? Très simple, la chimie. De plus, sa proposition se présentait comme une invitation au progrès et à la recherche scientifique. Béchamp, cependant, proposa quelque chose de bien plus dérangeant. Il disait « La maladie ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a pas d'envahisseur extérieur qui décide seul si tu tombes malade ou non. Ce qui détermine si tu tombes malade ou non, c'est l'état de ton terrain biologique interne. » Béchamp ne s'intéressait pas aux germes. Ce qui l'intéressait, c'était le terrain sur lequel ce germe se développait ou mourait. Regarde bien la différence, car en réalité, c'est une différence énorme. Si Pasteur a raison, la solution est de tuer les germes. Ce dont tu as besoin, c'est d'une arme, et cette arme se fabrique, se brevette et se vend. C'est un business parfait. Si c'est Béchamp qui a raison, la solution est de prendre soin de ton terrain. Et il se trouve que le terrain ne peut pas être breveté. Tu ne peux pas faire payer quelqu'un pour avoir un intestin sain, une eau de qualité ou un système nerveux apaisé. Et c'est là la racine de tout ce qui est venu après. Pour comprendre Béchamp, je vais t'expliquer. D'une manière simple, ce qu'il a découvert était tellement perturbant pour la science de son époque qu'il a fallu des décennies avant qu'on essaie de le réfuter. Et tu verras, non pas parce que ce qu'il avait dit était faux, mais parce que c'était dérangeant. Antoine Béchamp a passé des années dans son laboratoire à étudier quelque chose qu'il appelait les microzymas, des particules ultramicroscopiques qu'il trouvait dans tous les tissus vivants, dans le sang, dans les organes, dans les ferments, dans la matière en décomposition, partout où il y avait de la vie, là se trouvaient les microzymas. Et jusque-là, c'est intéressant, mais ce n'est pas révolutionnaire. Ce qui était révolutionnaire, c'est ce qu'il a observé ensuite. Il s'avère que ces particules n'étaient pas statiques, elles n'étaient pas fixes, elles changeaient, se transformaient et le faisaient en fonction de l'environnement dans lequel elles vivaient, adoptant ainsi des formes complètement différentes. Dans un terrain sain, elles étaient inoffensives, travaillaient en silence et ne causaient aucun dommage. Mais lorsque l'environnement se détériorait, lorsque les conditions internes changeaient, ces mêmes particules pouvaient simplement se transformer en bactéries pathogènes. Tu vois, imagine les pièces d'un jeu de construction magnétique. Si le sol est sec et propre, ces pièces restent immobiles, formant une structure ordonnée et utile. Mais si ce même sol est inondé de boue et d'acidité, les pièces se réorganisent d'elles-mêmes, s'assemblent différemment et deviennent une barricade de bactéries pathogènes. Ce n'est pas que la boue apporte les bactéries de l'extérieur, ce qui s'est passé, c'est que le terrain sale a obligé tes propres briques biologiques, les microzymas, à changer de forme pour survivre. Et c'est ce que nous appelons le pléomorphisme. Mais à l'époque de Béchamp, c'était carrément une hérésie scientifique, car cela démontrait que l'ennemi ne venait pas de l'extérieur, mais résidait dans la qualité de l'environnement interne. Et maintenant, regarde ce que cela implique. Si les germes ne sont pas des envahisseurs extérieurs avec une identité fixe, mais des formes que prend la vie selon le terrain où elle se trouve, il s'avère alors que toute la théorie du germe de Pasteur vacille, et avec elle toute l'industrie qui était en train de se construire dessus
La conséquence de ce que je viens de te dire, c'est qu'il ne s'agit plus de se demander comment tuer le germe, mais pourquoi mon terrain est devenu un endroit où ce germe prospère. Prends un instant et réfléchis-y, comme le ferait un véritable ingénieur. Si tu trouves des champignons sur le mur de ta maison, tu peux les recouvrir de peinture. Le champignon disparaît pendant quelques semaines, mais il revient ensuite. Il revient toujours. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que tu n'as pas résolu le vrai problème. Il y a de l'humidité dans le mur de ta maison. Une condition structurelle qui fait que ce champignon y trouve son foyer idéal. Et peindre par-dessus, ce n'est pas résoudre le problème, c'est seulement le cacher. Si tu gardes cette image en tête, tu as là un résumé parfait de ce que nous faisons depuis 150 ans avec les antibiotiques. Béchamp. Il l'a compris il y a 170 ans et il a payé un prix très élevé pour l'avoir compris. Mais, tu vois, c'est ici que l'histoire devient vraiment sombre, parce qu'en réalité, Béchamp n'a pas perdu le débat à cause de la science. Pas du tout, la science était de son côté. Ce qu'il a perdu, c'est la bataille politique et économique, et ça, dans le monde scientifique, cela suffit généralement à te rayer de la carte. Mais tu vois, ce que très peu de gens savent, c'est que Béchamp n'était pas seul. Pasteur n'a pas eu à faire taire un seul scientifique, il a dû en faire taire 3. 3 hommes qui, depuis des perspectives complètement différentes, arrivaient à la même conclusion. Une conclusion qui en plus était troublante. Il s'avère que la maladie ne vient pas de l'extérieur, que le terrain intérieur est tout. Le premier, tu le connais déjà, c'était Béchamp avec son microscope et ses microzymas. Le deuxième était Claude Bernard. Je suis sûr que ce nom ne te dit rien non plus, et ce n'est certainement pas un hasard, Bernard. Il était physiologiste et il est considéré par beaucoup, ou aujourd'hui encore par beaucoup, comme le père de la médecine expérimentale moderne. Sa contribution est peut-être celle qui a aujourd'hui les conséquences les plus pratiques pour toi. Il se trouve que Bernard a développé le concept du milieu intérieur. Son idée était apparemment simple, mais profondément révolutionnaire. Les cellules de ton corps ne vivent pas. Dans le vide, elles vivent immergées dans un liquide, et ce liquide doit rester en équilibre constant, avec une température précise, un pH précis et une concentration précise de minéraux pour que les cellules puissent fonctionner correctement. Si cet équilibre se rompt, les cellules tombent malades. Et cela ne se produit pas parce qu'un envahisseur arrive, mais simplement parce que l'environnement dans lequel elles vivent ne leur permet plus de bien fonctionner. Bernard a appelé cela l'homéostasie. Et avec ce concept, il disait exactement la même chose que Béchamp, mais depuis la physiologie au lieu de la biologie cellulaire. 2 scientifiques, 2 disciplines différentes. La même conclusion. Et ce qui était le plus gênant pour Pasteur, dans le cas de Bernard, c'est que Bernard n'était pas pour lui un ennemi lointain, mais un collègue proche, quelqu'un avec qui Pasteur partageait des conversations, des débats et aussi une reconnaissance scientifique. Ignorer Béchamp était relativement facile pour Pasteur. Mais ignorer Bernard était beaucoup plus difficile. Et maintenant, passons au 3e. Le 3e était René Quinton. Et Quinton fut celui qui fit le pas que les autres n'avaient pas fait. Ce qu'il fit, ce fut de prendre la théorie du terrain et de l'appliquer à la pratique clinique. Quinton était un biologiste et physiologiste, et il se posa une question qui, à son époque, cela a semblé être une véritable folie. Il s'est demandé: si la vie est apparue dans l'océan et que nos cellules ont évolué pendant des millions d'années baignées dans cet environnement marin, n'est-il pas possible que le milieu interne de notre corps ne soit rien d'autre qu'une version de ce même océan primitif?
Quinton a observé quelque chose que personne n'avait jamais formulé avec autant de clarté auparavant. Il se trouve que la composition du plasma sanguin humain est extraordinairement similaire à celle de l'eau de mer. Il contient les mêmes minéraux dans les mêmes proportions et partage également le même environnement électrochimique. À partir de là, il en est venu à une conclusion qui le reliait directement à Bernard et à Béchamp. Et il disait, si le corps est comme un aquarium et que ce qui maintient les poissons en vie n'est pas d'attaquer leurs ennemis, mais de garder l'eau dans les bonnes conditions, alors la médecine devrait moins se préoccuper de tuer les germes et davantage de restaurer la qualité du milieu intérieur. Et il ne s'est pas arrêté à la théorie. Ce qu'il a fait, c'est démontrer son hypothèse et de manière à ce que personne ne puisse l'ignorer facilement. Il a pris un chien, lui a pratiquement retiré tout son sang et l'a remplacé par de l'eau de mer traitée, diluée jusqu'à obtenir la même concentration que le plasma humain. Selon la logique de la théorie des germes, ce chien aurait dû mourir en quelques minutes, mais ce ne fut pas le cas. Il disait, il va se retrouver sans sang, sans globules rouges, sans anticorps, il mourra en quelques minutes. Il n'est pas mort, il s'est rétabli et son corps a régénéré le sang en utilisant cette eau de mer isotonique comme échafaudage. L'expérience a été un scandale absolu. En plus, un scandale scientifique de première ampleur, car elle a été reproduite et documentée. Et surtout, impossible à ignorer. Mais Quinton est allé encore plus loin. Ce qu'il a fait, c'est ouvrir des dispensaires à Paris où il soignait des enfants mourants de malnutrition et de maladies infectieuses. C'étaient des enfants que la médecine conventionnelle avait complètement abandonnés, considérés comme perdus. Il les soignait avec un seul outil. Quinton leur donnait de l'eau de mer isotonique et il l'administrait directement à l'organisme pour restaurer les conditions de leur petit terrain interne. Et les résultats furent extraordinaires. Des milliers d'enfants se sont rétablis et tout a été documenté et publié. Béchamp avait la théorie depuis le microscope. Bernard avait la théorie depuis la physiologie. Et Quinton avait la preuve clinique avec des résultats humains documentés. 3 fronts, 3 disciplines, la même conclusion. Et c'est alors, avec tout cela sur la table, lorsque nous arrivons au moment le plus inconfortable de cette histoire, Louis Pasteur connaissait le travail des 3, il connaissait personnellement Bernard, le fréquentait régulièrement, connaissait les microzymas de Béchamp et connaissait les dispensaires de Quinton ainsi que les enfants que Quinton était en train de sauver. Dans ses journaux personnels de laboratoire, il a écrit des choses qui ne furent rendues publiques que des décennies après sa mort. La famille de Pasteur a jalousement gardé ces archives, mais lorsque les chercheurs ont finalement pu les examiner, ils ont découvert quelque chose que personne n'attendait. Des notes où Pasteur reconnaissait que la réalité était que le terrain était ce qui importait, que le germe seul ne pouvait pas tout expliquer. Pasteur le savait, avec la théorie de Béchamp devant lui, la physiologie de Bernard à ses côtés et les enfants sauvés par Quinton comme preuve clinique irréfutable, il le savait, mais il a choisi de se taire. Il l'a caché et, sur son lit de mort, alors qu'il vivait ses derniers instants, il a murmuré quelque chose qui résumait des décennies, d'un silence délibéré. Ce qu'il a dit, c'est « le germe n'est rien, le terrain est tout ». Bernard avait raison. Son ami Claude Bernard le lui avait répété pendant des années, mais il ne l'a jamais écouté. Et finalement, il est mort avec cette vérité sur les lèvres. Mais l'industrie a continué à choisir de l'oublier, parce que la théorie du germe, il se trouve qu'elle était vendable, alors que le terrain biologique, comme je te le disais plus tôt, ne peut pas être breveté. Tu ne peux pas faire payer quelqu'un pour avoir un intestin sain, pour avoir une eau de qualité ou un système nerveux apaisé. Ainsi, Béchamp a été effacé. Bernard a été réduit à une note de bas de page dans certaines études et Quinton.
L'homme qui avait sauvé des milliers d'enfants de la mort grâce à l'eau de mer a vu ses dispensaires fermer un à mesure que l'industrie pharmaceutique naissante gagnait du terrain. Ce n'était pas quelque chose de violent ni de dramatique, c'était simplement la logique de l'argent appliquée à la science. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire officielle. Quant aux 3 qui ont été laissés de côté, on appelle cela l'oubli. Bien, nous allons maintenant descendre au niveau où tout cela cesse d'être de l'histoire pour devenir ta biologie. Parce que ce que Béchamp, Bernard et Quinton ont décrit depuis leur laboratoire et leur dispensaire, il se trouve que cela se produit maintenant à l'intérieur de toi et que cela se passe en ce moment même. Pendant que tu m'écoutes, tu vois, imagine ton corps comme ce qu'il est réellement, un véritable écosystème. C'est-à-dire que tu n'es pas un tube stérile dans lequel des germes pénètrent de l'extérieur. Tu es une planète habitée par des trillions de micro-organismes. En ce moment même, pendant que tu m'écoutes, il se trouve que tu as plus de bactéries dans ton corps que de cellules qui t'appartiennent, que de cellules propres. Et ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas non plus une maladie. La maladie fait simplement partie de notre conception en tant qu'êtres humains, et la question que se posait Béchamp était la bonne. Qu'est-ce qui fait que ces micro-organismes sont tes alliés ou tes ennemis? La réponse, c'est le terrain. Et c'est ici que Bernard entre à nouveau en scène. Parce que, tu vois, le terrain n'est pas une idée abstraite. Il a des paramètres concrets et mesurables. Il a une tension électrique, un pH, un niveau d'oxydation et de réduction, de l'eau structurée avec la minéralisation adéquate, une température et des électrolytes dans les bonnes proportions. Quand ces paramètres sont en ordre, les micro-organismes qui vivent en toi travaillent très facilement pour toi. Ils fabriquent des vitamines, protègent ton intestin, entraînent ton système immunitaire, produisent des neurotransmetteurs qui influencent directement ton humeur. Mais lorsque ces paramètres se dégradent, ces mêmes organismes changent de comportement et le font. Non pas parce que des envahisseurs viennent de l'extérieur, mais simplement parce que l'environnement dans lequel ils vivent a changé et ils doivent s'adapter à ce nouvel environnement, exactement comme ce que Bishop a observé dans ces microclimats. Et voici la question à laquelle la médecine du germe n'a jamais su bien répondre. Lors d'une épidémie, il y a des personnes qui tombent malades et d'autres non. Et tous sont dans le même environnement et respirent le même air. La question que je t'ai posée au début de la vidéo, sont-ils exposés aux mêmes germes? Qu'est-ce qui les différencie? Très simple, le terrain intérieur de chacun. Souviens-toi de l'aquarium de Quinton. Si l'eau est dans de bonnes conditions, les poissons vivent sans problème. Mais si l'eau se détériore, les poissons tombent malades et meurent. Et cela n'est pas dû à l'arrivée d'un ennemi extérieur, mais simplement parce que le milieu dans lequel ils vivent ne leur permet plus de fonctionner normalement. Le germe était présent dans ces 2 cas précis, mais c'était en réalité l'état du terrain qui décidait de tout. Et maintenant, remarque quelque chose que je trouve fondamental. La science moderne, même si elle cite rarement Béchamp, Bernard ou Quinton par leur nom, en arrive aujourd'hui exactement aux mêmes conclusions, simplement elle les appelle autrement. Quand la médecine parle aujourd'hui du microbiote, ce qu'elle fait en réalité, c'est parler de l'écosystème que Béchamp avait décrit. Quand elle parle d'inflammation systémique, elle fait référence au milieu intérieur qu'avait étudié Bernard. Et lorsqu'elle parle de sérum et de réhydratation intraveineuse avec des électrolytes, elle utilise le principe que Quinton avait déjà démontré avec ses enfants à Paris il y a 150 ans. Mais les 3 ont été effacés. Leurs idées, non. Les idées ont survécu, déguisées sous de nouveaux noms, car tu vois, la vérité, lorsqu'elle est suffisamment solide, ne disparaît pas. Tout au plus, elle change de vêtements. Et cela nous amène à la question la plus importante de toute cette vidéo.
Si le terrain est tout, si ce qui détermine si tu tombes malade ou non est l'état de ton milieu intérieur, alors que peux-tu faire demain matin pour commencer à en prendre soin? C'est exactement ce dont je vais te parler maintenant. Et avec cela, nous arrivons à ce qui est pour moi le véritable cœur pratique de toute cette vidéo. Parce que savoir que Béchamp avait raison, c'est très bien, savoir que Bernard l'a confirmé aussi. Le savoir également du point de vue de la physiologie, c'est très bien, et savoir que Quinton l'a démontré cliniquement avec de vrais enfants, c'est encore mieux. Mais tu vois, si tout cela ne te sert à rien de concret, demain matin, pour toi, alors, ce ne sera qu'une histoire intéressante. Alors, accompagne-moi, car nous allons passer à la pratique. Et ce que je vais te donner maintenant, ce n'est pas une liste de conseils de bien-être, c'est de l'ingénierie de précision appliquée à ton terrain biologique. Physique, chimie et physiologie, intégrées d'une manière que la médecine conventionnelle n'a pas encore complètement adoptée. Je vais te donner 4 facteurs, 4 leviers et des actions concrètes pour chacun d'eux. Et la première chose que je veux que tu comprennes avant de commencer, c'est quelque chose qui peut te sembler provocateur, mais qui en réalité n'est que de la pure ingénierie. Tu vois, tu ne peux pas acheter un terrain sain. Tu peux acheter des antibiotiques, tu peux acheter des anti-inflammatoires. Tu peux aussi acheter des compléments, mais le terrain biologique, ton terrain biologique, ne se vend pas en pharmacie. Il se construit, se maintient ou se détruit. Et la décision de savoir laquelle de ces 3 options se produit dans ton corps en ce moment, c'est toi qui la prends chaque jour. Sur ce, commençons. Le premier levier, c'est l'eau. Et ici, Quinton nous a laissé la leçon la plus claire de toutes. Le milieu interne de ton corps n'a pas besoin de volume d'eau. Ce dont il a besoin, c'est d'une eau avec une composition minérale, précise et en plus correcte. Sans cette conductivité, le signal électrique de tes cellules se dégrade tout simplement, le terrain s'appauvrit et les micro-organismes que Béchamp décrivait commencent à changer de forme. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Eh bien, il y a 2 options que j'utilise et que je recommande, et dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos. La première, c'est l'eau isotonique, la même que Quinton utilisait pour restaurer le milieu interne de ses petits-enfants malades. Et la préparation est très simple. Une part d'eau de mer pour 3 parts d'eau minérale à faible minéralisation. Et tu verras, il est important que l'eau minérale que tu utilises soit à faible minéralisation afin de ne pas altérer les proportions des minéraux de l'eau de mer. Ce mélange spécifique de sels minéraux doit en fait reproduire très fidèlement la composition du plasma humain et, littéralement, restituer à l'écosystème de l'aquarium toute l'eau dont il a véritablement besoin. La deuxième option la plus simple au quotidien est d'ajouter du sel marin vierge de saline à ton eau, mais n'ajoute pas de sel raffiné ni celui que tu achètes au supermarché. Il faut que ce soit du sel vierge qui conserve tous ses minéraux intacts. Et comme tu le sais déjà, nous en avons parlé en profondeur sur la chaîne à d'autres occasions. Ce sel n'est pas seulement un condiment, même s'il l'est aussi, mais c'est surtout l'électrolyte qui permet à ton antenne biologique de résonner. Et voici un geste concret que je te recommande pour commencer ta journée. Prends ton eau, qu'elle soit isotonique ou avec du sel marin accompagné du jus d'un ou 2 citrons. Et je sais que cela peut te sembler contradictoire d'ajouter quelque chose d'acide pour équilibrer le terrain. Et maintenant, tu comprendras pourquoi ce n'est pas le cas lorsque je te parlerai du pH. La deuxième clé, c'est le pH. Et ici, il faut faire une distinction que très peu de gens connaissent et qui est fondamentale pour ne pas se tromper. Tu vois, pendant des années, on nous a dit que le corps devait être alcalin et que l'acidité était l'ennemi qu'il fallait donc alcaliniser. Et il se trouve que cela, comme tant d'autres simplifications, ce n'est qu'une demi-vérité qui peut finir par t'emmener dans la mauvaise direction. Oublie la mode d'alcaliniser ton corps comme si tu étais une piscine, car la physique ne fonctionne pas comme ça.
Et ici, je vais te faire une précision. Il y a deux pH qui comptent et que tu ne dois pas confondre. Il y a d'un côté le pH du sang, qui est un pH extraordinairement stable. Ton corps le régule avec une précision millimétrique entre 7,35 et 7,45. Et si cela s'écarte même un peu de cette plage, les conséquences pour toi peuvent être très graves. Ton organisme fera tout ce qui est nécessaire pour le maintenir dans cette plage. Et ce pH, celui du sang, tu ne vas pas le changer avec ce que tu manges. Et ensuite, il y a le pH de l'urine. Ça, c'est une autre histoire. Celui-là, en effet, reflète l'état acido-basique de ton métabolisme, et là, tu peux effectivement le mesurer et le surveiller. Tu peux trouver ces tests dans n'importe quelle pharmacie. Et ce pH-là te donnera vraiment une information utile sur l'état de ton terrain. Tu vois, au final, ici, l'important, c'est de savoir que le pH n'est rien d'autre qu'une chose, un peu comme la pression de l'eau dans les tuyaux, dans tes tuyaux biologiques. Si ton milieu interne est chargé de sucre raffiné ou de cortisol, la pression va chuter et ton corps devient acide. Et dans un environnement acide, la conductivité électrique s'effondre. Tes cellules ne peuvent plus maintenir leur voltage de moins 70 millivolts, et ça c'est de la physique pure. Sans le bon pH, ta batterie se décharge. Et c'est pour ça que le citron et le sel marin vierge ne sont pas un simple remède de grand-mère. Ce sont les électrolytes maîtres qui nettoient la rouille de tes câbles, pour que l'énergie recommence à circuler. Le jus de citron est acide en dehors du corps, c'est évident, mais une fois métabolisé, il a un effet alcalinisant sur le métabolisme. Et c'est l'un de ces gestes apparemment paradoxaux que la biochimie explique parfaitement. Et l'eau, avec du sel marin et du citron comme première boisson de la journée, merci. C'est l'une des façons les plus simples et efficaces de commencer à prendre soin de l'équilibre acido-basique de ton terrain. Bien. Et maintenant, passons au troisième levier, le voltage cellulaire. C'est celui que la médecine conventionnelle ignore le plus et en même temps le plus important du point de vue de l'ingénierie biologique. Chaque cellule de ton corps doit maintenir un potentiel de membrane d'environ moins 70 millivolts. Et ce n'est pas un détail anodin. C'est la condition nécessaire pour que 4 choses fondamentales se produisent. Le transport des nutriments à l'intérieur de la cellule, l'expulsion des déchets vers l'extérieur, une signalisation cellulaire correcte et une fonction mitochondriale adéquate. Une cellule endommagée ou enflammée perd ce voltage, elle se dépolarise. Et lorsqu'elle se dépolarise, ce qui se passe, c'est qu'elle cesse de bien fonctionner. Par conséquent, récupérer le potentiel électrique de tes cellules, c'est, en termes très concrets, retrouver la santé cellulaire. Et tu vas me dire, écoute, ça, comment on fait? Eh bien, la première chose, nous l'avons déjà abordée. La minéralisation correcte de l'eau, les électrolytes, qui sont les conducteurs permettant de maintenir ce voltage, car en réalité, sans minéraux, il n'y a pas de conductivité, et sans conductivité, il ne peut pas y avoir de voltage. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose, c'est la mise à la terre, grounding, dont je t'ai aussi parlé à de nombreuses reprises. Le contact direct de ta peau avec la terre, c'est-à-dire marcher pieds nus sur l'herbe, le sable ou la terre. Lorsque ton corps touche la terre, 2 choses se produisent simultanément. D'une part, ton excès de charge positive, celle que tu as accumulée dans tes tissus, s'écoule vers le sol, équilibrant ainsi ton champ électrique. Et d'autre part, la Terre t'apporte des électrons et des infrarouges qui contribuent à recharger ton système. Et voici maintenant le troisième outil, la lumière infrarouge solaire, de préférence celle du lever du soleil et des premières heures du matin, lorsque l'infrarouge est abondant et que le rayonnement ultraviolet est encore faible. Si tu ne peux pas t'exposer au soleil, il existe la lampe infrarouge à 850 nanomètres. C'est celle qui pourra t'aider à remplacer le soleil si tu n'y as pas accès. Tu vois, les photons de cette fréquence
sont directement absorbés par l'eau de tes cellules et ils étendent ce que Gerald Pollack a appelé la zone d'exclusion, cette couche d'eau structurée qui entoure tes protéines, tes membranes et ton ADN et qui maintient l'ordre électrique à l'intérieur de la cellule. Eau minéralisée, mise à la terre et lumière infrarouge. Les trois agissent ensemble dans le même but: maintenir le voltage cellulaire dans la plage où la vie peut se dérouler correctement. Et avec cela, nous arrivons au quatrième levier. Pour te rappeler, le premier est l'eau, le deuxième, le pH, et le troisième dont je viens de te parler, le voltage cellulaire. Le quatrième levier est le système nerveux. Et c'est celui qui est le plus ignoré et qui, d'après mon expérience personnelle, a le plus de conséquences sur le terrain. Ici, je veux que tu considères ton système nerveux non pas comme quelque chose de psychologique, mais comme ce qu'il est réellement du point de vue de l'ingénierie, un circuit électrique. Et pour un circuit électrique comme celui-ci, le stress chronique revient à soumettre le circuit à une tension continue qu'il ne peut pas évacuer. Et que se passe-t-il lorsqu'un circuit électrique est en surcharge permanente? C'est très simple, il finit par tomber en panne. Et dans ta biologie, cette défaillance ne se produit pas dans un câble, elle se produit dans le voltage de tes cellules. Le stress chronique érode ce potentiel de moins 70 millivolts dont je te parlais, modifie le pH, altère la flore intestinale, augmente la perméabilité intestinale et change les conditions du terrain. Exactement dans la même direction que celle décrite par Bishop, c'est-à-dire vers l'environnement dans lequel les micro-organismes adopteront leur forme pathogène. Et tu vois, j'ai vécu cela en première personne. J'étais sur cette civière avec une défaillance multiviscérale et un directeur médical me demandant mes dernières volontés parce qu'il ne pensait pas que je survivrais jusqu'au lendemain. Et je t'assure que là-bas, il n'y avait aucun germe en train de me tuer. Ce qu'il y avait, c'était un terrain complètement ravagé par le stress de voir comment on me volait, moi et tout mon patrimoine. Et cela a provoqué un court-circuit si brutal que la tension de mes membranes a dû chuter violemment jusqu'à ce niveau de collapsus systémique. La biophysique, ce qu'elle nous dit, c'est que la tension des membranes chute. Merci. Bien en dessous de ces moins 70 millivolts nécessaires, et la mienne a dû tomber à des niveaux de moins 20 millivolts, voire encore plus bas. À ce niveau de décharge, tes cellules, tout simplement, ce qu'elles font, c'est éteindre le système. Tu cesses de fonctionner. Et c'est pourquoi je sais, par pure survie, que si tu ne récupères pas tes moins 70 millivolts grâce à la mise à la terre, au plasma minéralisé et à la lumière infrarouge, la médecine chimique ne fera que changer des fusibles dans une maison qui, en réalité, est en train de brûler. Que peux-tu faire concrètement? Très simple. Les trois leviers précédents font déjà partie de la réponse. L'eau minéralisée, la mise à la terre et la lumière infrarouge agissent directement sur le système nerveux, parce qu'ils agissent sur la tension cellulaire qui le soutient. Mais il y a aussi deux autres outils que je veux que tu connaisses, car ils agissent également de manière directe sur le nerf vague, qui est, en définitive, le grand régulateur du système nerveux autonome. Et c'est lui qui décide si ton corps est en mode défense ou en mode réparation. Le premier de ces outils est la respiration lente et profonde. Lorsque vous respirez lentement et en particulier en allongeant l'expiration, vous régulez le dioxyde de carbone dans votre sang et envoyez un signal direct à votre système nerveux. La personne paresseuse lui dit qu'il n'y a aucun danger et que par conséquent, il peut quitter ce mode. Alarme! C'est la méthode de réinitialisation la plus rapide et la plus accessible pour votre système nerveux. Et vous n'avez besoin de rien, juste d'air et de conscience. Et la seconde, c'est l'eau froide, à la fin de la douche. Je sais que cela ne semble pas très tentant pour beaucoup, mais du point de vue de l'ingénierie biologique, ces 30 ou 60 secondes d'eau froide sont une commande directe à votre nerf vague
Le contraste thermique active la branche parasympathique de votre système nerveux qui est exactement celle qui déclenche le mode réparation. Merci. Cela réduit le cortisol et diminue l'inflammation systémique. Par conséquent, respiration lente et eau froide. 2 gestes, 2 commandes directes au circuit qui régulent ton terrain depuis ton système nerveux. Béchamp, Bernard et Quinton nous ont laissé la théorie et les preuves. Maintenant, c'est toi qui as le contrôle. Laisse-moi conclure avec quelque chose qui me semble plus important que toute l'histoire que tu viens d'entendre. Et c'est une question, une seule question. La prochaine fois que vous tombez malheureusement malade, ou bien que l'un de vos proches que vous aimez tendrement tombe malade à son tour, au lieu de vous demander uniquement quel est ce germe spécifique, ce qui l'affecte précisément ou comment on va réussir à le tuer définitivement, essayez donc d'ajouter cette autre question fondamentale à votre réflexion. Quelle condition particulière de mon propre terrain biologique a permis que cela se produise exactement à ce moment précis? Et sachez bien que cette question essentielle ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle. Je ne te dis pas d'ignorer ton médecin ni de refuser un traitement quand tu en as besoin, tu vois. La médecine conventionnelle dispose d'outils qui sauvent des vies et il y a des moments où tu en as besoin. Je viens de passer 1 mois hospitalisé. Ce que je te dis est quelque chose de bien plus subtil et plus profond. Que tu ajoutes cette question. Que tu ne te contentes pas seulement du nom du germe et de la molécule qui va le tuer. Interroge-toi. Parce que tu vois, si tu tues le germe et que le terrain reste le même, le germe, il est très probable qu'il revienne, ou qu'un autre arrive, puis un autre après celui-là. Et en plus, je suis sûr que tu l'as déjà vécu, que ce dont je te parle, tu le connais, mais avant, tu ne le savais pas. Maintenant, tu sais pourquoi cela arrive. Et maintenant, réfléchis-y du point de vue de l'ingénierie. Si chaque fois qu'un fusible saute chez toi, tu appelles l'électricien pour qu'il enlève le fusible grillé et en mette un nouveau, mais que tu ne lui demandes jamais pourquoi ce fusible saute, tôt ou tard, ce que tu auras chez toi, ce sera un incendie. Parce que le fusible n'est pas le problème, le fusible n'est que le signe que quelque chose dans l'installation ne fonctionne pas comme il devrait. Et le germe, c'est le fusible. Ton terrain, c'est l'installation. Et la médecine que nous avons héritée passe depuis 150 ans à changer des fusibles, sans jamais regarder l'installation. Bishop l'a vu à travers son microscope, Bernard l'a formulé à partir de la physiologie et Quinton l'a démontré avec la vie saine de milliers d'enfants condamnés à mourir à Paris. Pasteur l'a su, il l'a écrit en privé et il a choisi de le taire. Toi, aujourd'hui, tu n'as plus cette excuse, car la médecine du XXIe siècle, qui est en train d'émerger ces derniers mois et ces dernières années, même si elle a encore du mal à prononcer les noms de Béchamp, Bernard et Quinton, arrive exactement aux mêmes conclusions. Le microbiote, l'intestin perméable, la psychoneuroimmunologie, l'épigénétique, tous ces termes sont des langages différents pour dire la même chose que ces 3 hommes ont dit il y a 170 ans, au XIXe siècle. Le germe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Pasteur le savait, mais il s'est tu. Et c'est pour cela, probablement pour cela, que cela continue. Je suis malade. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sais déjà ce qu'il savait aussi. Et à la différence de lui, tu peux faire quelque chose avec cette information. Tu es l'ingénieur en chef de ton propre terrain et personne d'autre ne peut l'être. Si cette vidéo t'a été utile et que tu penses qu'elle peut aider quelqu'un que tu connais, tu me rendrais un grand service en la partageant car tu m'aideras à diffuser le savoir. Comme je te le dis toujours en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires. Merci beaucoup